They don't tell you about Antifa. Je préfère encore un cochon décadent qu'un fasciste. Aujourd'hui, dans le cadre de la saison antifasciste, je vais vous présenter 2 textes qui vont mettre en lien l'extrême droite avec l'antiféminisme, le masculinisme, et qui vont expliquer les liens entre les deux et comment la lutte antifasciste gagne à être féministe. La saison Antifa est organisée par un collectif de producteurs de vidéos, de productrices de vidéos, et je vous invite à chercher sur Twitter, sur YouTube, les vidéos au nom de la saison Antifa. Le premier article a été écrit par Helen Lewis dans The Atlantic. Il est écrit en anglais et du coup j'ai essayé de le traduire comme j'ai pu en français. Pas très bien parce que c'est pas mon métier, je sais pas traduire. Donc ça risque parfois de sonner peut-être un peu bizarre. Bonne écoute. Pour mieux comprendre l'extrême droite, intéressez-vous d'abord à la manosphère. L'univers sexiste est devenu un lieu de recrutement pour des individus prêts à commettre des tueries de masse. Sophie Walker, ancienne présidente du Parti britannique pour l'égalité des femmes, a tweeté que la plupart des auteurs de tueries de masse sont des hommes. Peu de temps après que 51 personnes ont été tuées à Christchurch en Nouvelle-Zélande. Une base de données de toutes les tueries de masse commises aux États-Unis depuis 1982 fait état de 4 femmes pour 111 hommes. En réponse, un déluge d'emails colériques et des accusations d'utiliser l'argument de la guerre des sexes. Un journaliste de la BBC lui a dit « Pas sûr que ce soit le moment d'en faire une histoire de genre, Sophie. » Pourtant, ce n'est pas elle qui en fait une histoire de genre. Les tueurs eux-mêmes en sont responsables. L'idée que le féminisme est décadent et qu'il détruit la civilisation occidentale, l'idée que le rôle naturel des femmes est de procréer et de servir les hommes, l'idée que des hommes forts sont nécessaires pour sauver le monde grâce à la violence, tous ces arguments se retrouvent sur les sites extrémistes et dans la bouche même des tueurs. La rhétorique antiféministe est une puissante passerelle vers le nationalisme blanc, violent, et a pour but d'attirer le groupe démographique le plus responsable des tueries de masse, les jeunes hommes blancs. L'homme de 28 ans, en attente de procès pour la tuerie de Christchurch, a écrit un texte où il justifie ses actes, intitulé, entre guillemets, « Le grand remplacement ». Il commence ainsi « Taux de natalité, taux de natalité, taux de natalité ». L'Américain de 21 ans, accusé d'avoir tué 22 personnes à El Paso, au Texas, a laissé derrière lui un document de 4 pages où il décrit ses motivations. Le thème récurrent est le danger de l'invasion des hispaniques qui ont, entre guillemets, un des plus forts taux de natalité de toutes les ethnies des États-Unis, fermez les guillemets. Le tueur présumé ajoute, ouvrez les guillemets, « Mes motivations pour cette attaque ne sont pas personnelles. D'ailleurs, la communauté hispanique n'était pas ma cible avant que je ne lise Le Grand Remplacement. » Fermez les guillemets. Les 2 tueurs se réfèrent à la théorie conspirationniste d'extrême droite rendue populaire par l'auteur français Renaud Camus, qui met en garde sur le fait que les non-blancs ont plus d'enfants que les blancs et que le changement démographique qui en découle est une menace pour la culture européenne. Cette idée a été changée en mème par l'extrême droite sur Internet, avec différents groupes décrits comme les usurpateurs. Les néo-nazis de Charlottesville, en Virginie, ont chanté, entre guillemets, « Les Juifs ne nous remplaceront pas ». Pour le tueur de Christchurch, la menace venait des musulmans. À El Paso, c'étaient les immigrants hispaniques. Dans toutes ces branches de la théorie du remplacement, le contrôle de la sexualité et de la reproduction des femmes blanches est vital. Les libertés sexuelles et reproductives des femmes sont vues comme des menaces envers la civilisation elle-même.
C'est pourquoi il n'est pas surprenant que l'antiféminisme soit une porte d'entrée vers l'extrême droite en ligne. Entre guillemets, la misogynie est utilisée principalement comme outil pour instaurer un premier contact, m'a raconté Ashley Mathéis, chercheuse à l'Université de Caroline du Nord qui étudie l'extrême droite en ligne. Quelque chose t'était dû, ou ta vie aurait dû ressembler à ceci ou à cela. Mais à cause des choses ridicules que font les féministes, tu ne peux pas les obtenir. Fermez les guillemets. Une des plateformes de recrutement est l'ensemble des sites internet connus sous le nom de Manosphère. L'Association britannique de lutte contre l'extrémisme, Hope Not Hate, considère cet ensemble comme une menace suffisamment sérieuse pour l'inclure dans son rapport le plus récent. Ouvrez les guillemets. C'est un mouvement très difficile à appréhender, dit le chercheur d'Hope Not Hate, Simon Murdoch. C'est un mouvement diffus, et parce qu'il existe sur Internet, les gens sont très souvent anonymes. Fermez les guillemets. La manosphère s'étend du genre d'antiféminisme tiède, qui passerait presque inaperçu dans les colonnes d'un article de journal, à des glorifications d'une misogynie extrême. Même si des leaders de la manosphère ont pu faire des apparitions lors d'événements de l'extrême droite et vice-versa, le lien entre les deux tient plutôt de l'échange d'idées que de personnes. Au fur et à mesure que des jeunes hommes plongent plus profondément dans ces communautés Internet, le message antiféministe prend des accents racistes, comme l'explique Mathéis. Donc ouvrez les guillemets. Une fois que vous acceptez l'idée qu'un club de social justice warriors et le mouvement féministe ont augmenté la précarité des hommes, avec le temps, vous en venez à penser qu'ils sont à l'origine de l'augmentation de la précarité et de la mise en péril de l'Occident. Fermez les guillemets. Ces idées circulent sur des vidéos YouTube, des forums anonymes comme 8chan, des groupes Facebook et des comptes Twitter. L'écosystème numérique permet à des idées conspirationnistes denses et incohérentes d'être découpées et diffusées dans des formes plus digestes. La version livresque du Grand Remplacement de Camus a par exemple été condensée par l'activiste d'extrême droite canadienne Lauren Southern en une vidéo YouTube qui comptabilise plus de 600 000 vues. Southern n'est pas une figure marginale, son compte YouTube a été validé et elle a été retweetée par Donald Trump en mai. L'antiféminisme et l'extrême droite se rejoignent parce que tous deux racontent une histoire autour de faits réels et observables concernant les races et la reproduction. Les taux de natalité sont en effet en train de chuter dans les pays développés. Les femmes avec un plus haut niveau d'études ont moins d'enfants. Le revenu familial, entre guillemets, qui faisait qu'un homme gagnait suffisamment pour sa femme et ses enfants, a disparu. Les femmes qui travaillent ont une plus grande liberté économique qui les rend moins dépendantes des hommes. Beaucoup d'entre elles trouvent plus facile, mais ce n'est pas toujours une chose facile pour autant, de quitter une relation abusive ou intolérable. Les femmes qui contrôlent leur fertilité et leur compte en banque ne sont pas obligées de dépendre des hommes. Ensuite, il y a la révolution sexuelle. Pour le dire simplement, les femmes occidentales peuvent, en majorité, choisir elles-mêmes avec qui elles couchent, plutôt que de voir leur vie dictée pour elles par la famille, la religion ou l'État. L'extrême droite moderne s'en prend souvent aux communautés conservatrices musulmanes. De nombreux groupes britanniques, comme la Ligue de défense anglaise, mettent en garde contre une prétendue mise en application de la loi de la charia. Mais ce ressentiment est paradoxalement partagé avec une admiration pour les sociétés dans lesquelles les libertés sexuelles des femmes sont limitées. Selon Mathéis, l'extrême droite explique que les musulmans contrôlent leurs femmes et que c'est pour cela que leur civilisation prospère quand l'Occident périclite. Entre guillemets. Les idées antiféministes fonctionnent très bien comme outil de recrutement de l'extrême droite, pour 3 raisons. Premièrement, elles occupent une place particulière au sein du discours populaire.
Elles sont largement acceptées dans la société et peuvent être énoncées sans rencontrer une forte opposition, tout en paraissant iconoclastes et subversives. Par exemple, en Grande-Bretagne, l'argument selon lequel les femmes seraient moins intelligentes que les hommes est moins controversé que la suggestion de différences entre groupes raciaux. Quand l'équipe éducative de Hope Not Hate se rend dans des écoles et collèges britanniques, elle le constate elle-même. Cette opposition au féminisme est l'une des choses que les étudiants expriment avec le plus de facilité, explique Murdoch. Le racisme anti-noir est un sujet qu'ils perçoivent comme plus délicat. Mais en même temps, le sexisme est mal vu par l'élite politique et culturelle. En parler donne une sensation de rébellion. Le tueur présumé de 9 personnes à Dayton, Ohio, âgé de 24 ans, faisait partie d'un groupe de Porngrind qui a sorti des albums avec des noms comme « 6 façons de massacrer une femme ». Il a également été renvoyé de l'école pour avoir tenu une liste de viols de ses camarades. Deuxièmement, l'antiféminisme permet de s'adresser à un sens général d'injustice. Des sites comme 4chan, autres forums anonymes, ont développé un langage pour décrire les sentiments des jeunes hommes rejetés. Les Stacy, entre guillemets, des femmes à la beauté conventionnelle et sexuellement disponibles, sortent avec des Chad, entre guillemets, des sportifs. Ignorent les gentils garçons, entre guillemets, qui sont rejetés dans la friend zone, entre guillemets. Les hommes qui se disent féministes sont des chevaliers blancs et des manginas, donc une contraction de man et vaginas, homme et vagin. On pourrait traduire par des hommes-gens, par exemple. Si ces mêmes hommes sont en couple avec des féministes, ce sont probablement des cucks, comprendre cocu, parce que les femmes aiment les vrais hommes, pas les mâles bêta, entre guillemets. Ce qui commence avec « Pourquoi les filles ne veulent pas sortir avec moi ?», un questionnement sur un présumé droit bafoué, devient « Pourquoi les femmes ne peuvent-elles pas être contrôlées ?» Troisièmement, l'idéologie antiféministe peut devenir une théorie du complot global, similaire à celles antisémites qui sont présentes sur Internet. Les féministes sont présumés influencer toutes les décisions gouvernementales, bien que les femmes soient toujours sous-représentées à tous les niveaux de pouvoir. À travers les différentes plateformes, et malgré les divisions, une des rares choses sur lesquelles ils sont d'accord, détaille Murdoch, est une vision conspirationniste du féminisme. Ils ne considèrent pas que le féminisme ait jamais été un mouvement pour l'égalité des genres. Ils pensent qu'il s'agit d'un prétexte pour obtenir le contrôle sur les hommes. Fermez les guillemets. Les jeunes hommes qui pénètrent dans cet univers subissent un « lavage de cerveau », entre guillemets, ajoute Mathéis. Les femmes sont blâmées pour le rejet qu'ils ressentent. Et, à mesure qu'ils descendent dans cette voie, ils découvrent des théories conspirationnistes sur le climat ou les grandes entreprises selon leur centre d'intérêt. Fermez les guillemets. C'est un phénomène commun aux théories complotistes sur Internet. Des problèmes réels sont identifiés et attribués à une cause unique, qu'il s'agisse du matriarcat ou du grand remplacement. L'idéologie de l'extrême droite en ligne, tout comme les autres lieux conspirationnistes d'Internet, est un réseau chaotique d'idées empruntées, dont certaines se contredisent. Elle emprunte à d'autres groupes, comme les rationalistes ou les nouveaux athées, ces idées plus complexes. Ceux-ci prétendent que les humains sont irrationnels et se basent sur leurs émotions plutôt que sur des faits réels. Leurs adhérents disent parfois qu'il n'est plus possible de dire des vérités scientifiques à cause du politiquement correct. Les leaders de ces mouvements sont surtout des hommes, ce qui s'accorde avec l'idée éculée que les hommes auraient l'intellect et les femmes les émotions. Quand elles sont rattachées à des traditions antiféministes, ces idées sont transformées en vérités scientifiques, entre guillemets, selon lesquelles les hommes seraient supérieurs intellectuellement et physiquement,
justifiant ainsi leur plus grande richesse et leur pouvoir politique à travers l'histoire. Le féminisme n'est pas naturel, il est destructeur et voué à l'échec. Mathéis voit un parallèle intéressant entre cette idéologie et celle des groupes terroristes islamiques comme ISIS. La version religieuse est que la supériorité de l'homme est une décision divine, alors que la version laïque est biologique, une différence entre le cerveau masculin et féminin. Dans les deux cas, ouvrez les guillemets, c'est une base fondamentale de leur vision du monde, dit-elle. Les deux idéologies prêchent que, pour que les hommes soient forts, les femmes doivent rester à leur place. C'est ce qui fait que la société tourne rond. Fermez les guillemets. La manosphère offre aux jeunes hommes rejetés une vision nostalgique et réconfortante. Un retour à l'ordre dans un monde qui peut paraître effrayant et changeant. Tous les chercheurs et les chercheuses avec qui j'ai échangé soulignent la nécessité de faire la différence entre les différentes branches de l'extrême droite et de l'idéologie antiféministe. Elizabeth Pearson, de l'université Swansea, qui étudie les mouvements anti-djihad, met en garde contre l'utilisation d'un nouveau terme en vogue dans le féminisme, la masculinité toxique. Pour elle, il est devenu un code visant les hommes à problème, et ce sont souvent des musulmans ou des ouvriers blancs. Ils peuvent être marginalisés ou démunis, ils peuvent être à problème, entre guillemets. Elle craint que la réponse instinctive à la montée de l'extrême droite répète les mêmes erreurs que les mesures contre l'extrémisme et le contre-terrorisme après le 11 septembre, en identifiant une population qui devient le nouveau problème. Ce cadre rejette la majorité des hommes, qui n'est ni violente ni liée à l'extrémisme, et ne fait rien pour répondre aux demandes ou contrer les méthodes qui attirent des individus influençables vers l'extrême droite. Après de nouvelles fusillades, l'avenir paraît sombre, mais il y a de maigres consolations. Les chercheuses et les chercheurs avec qui j'ai échangé ont apporté que les liens entre féminisme et extrême droite sont maintenant pris au sérieux. Comprendre ces liens devrait nous aider à lutter contre l'extrême droite. Quand j'ai commencé à écrire sur les abus sexistes en ligne et les mêmes antiféministes en 2013, il y avait un consensus qu'il ne s'agissait que d'un épiphénomène basé uniquement sur Internet et donc pas un réel problème. Cette idée a reflué alors que des femmes célèbres étaient harcelées dans la vraie vie par des attaques planifiées sur le web et encensées par les internautes. Il est maintenant évident que des mèmes et des idées diffusées par des groupes antiféministes et d'autres groupes extrémistes ont fait leur apparition sur la scène politique traditionnelle. En 2017, Robert Fisher, un législateur républicain du New Hampshire, démissionne après que le Daily Beast ait dévoilé qu'il avait laissé des commentaires sur un forum Reddit antiféministe appelé The Red Pill, la pilule rouge. Sous un pseudonyme, il s'attaquait à la personnalité des femmes qu'il décrivait comme ternes et ennuyantes, ne servant pas à grand-chose dans la vie quotidienne, et conseillait aux hommes d'enregistrer leurs relations sexuelles pour éviter les fausses accusations de viol. Mathéis, qui a étudié les débats républicains pendant l'élection présidentielle américaine de 2016, a été témoin de la montée en popularité du thème des faux récits de viol. Dès le début de la campagne, Trump centrait le débat autour de l'immigration sur le spectre des violeurs mexicains. Ces incidents ont été un sombre rappel que ce qui commence dans la manosphère a maintenant un réel pouvoir politique. Le sujet de recherche de Mathéis, qui était vu à l'époque comme une préoccupation marginale, est de plus en plus considéré comme légitime. Le genre a toujours été un facteur dans les tueries de masse. Nous commençons enfin à nous demander pourquoi. Le deuxième texte a été écrit à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes par une autrice qui a écrit sous le pseudo de Ida Kaiko pour The Feminist Anti-Fascist Assembly. Il a été publié par Marseille Info Autonome en décembre 2020. Les mouvements féministes sont notre meilleure chance contre l'extrême droite.
Les mouvements d'extrême droite qui émergent dans le monde entier offrent une variété de points d'ancrage et de stratégies différentes. Des mouvements de rue et des personnalités britanniques comme Stephen Yaxley Lennon, alias Tommy Robinson, à la droite américaine, aux partis populistes d'extrême droite d'Europe de l'Est, aux partis pro-business et pro-fascistes d'Amérique latine. Le spectre de l'extrême droite n'est en aucun cas un mouvement mondial unifié, mais ce qu'ils partagent tous, c'est une vision transformatrice du monde, promettant que les hommes, majoritairement blancs, privés de leurs droits par les inégalités de la société capitaliste, puissent reprendre le pouvoir au sein de leur famille, de leur communauté et de la société en général. La promesse centrale de tous ces mouvements est dérivée du fascisme classique, faire de la masculinité blanche l'élément dominant au sein d'une société ethniquement homogène. Ils ne sont pas seulement racistes, ethno-nationalistes et suprémacistes, ils sont aussi virulemment misogynes, queerphobes et transphobes dans leur focalisation sur la famille nucléaire et sur la position des femmes dans la société. Une société dans laquelle les femmes sont confinées à leur foyer et entièrement sous contrôle des hommes est un objectif partagé par différentes composantes de l'extrême droite. Il ne s'agit pas seulement de projets sexistes, mais aussi ethno-nationalistes. Ils pensent que les femmes, comme des êtres soumis, des ventres pour l'État et des servantes pour leur père et leur mari. Dans cette utopie patriarcale et raciste, les femmes répondant à des critères stricts, blanches, hétérosexuelles, cis et favorables au projet fasciste, obtiennent le privilège douteux de la proximité du pouvoir au sein d'un système qui ne leur accorde aucun droit, alors que toutes les autres femmes subissent l'exclusion la plus brutale et la plus violente de la société. Il devient de plus en plus évident que l'extrême droite ne peut être vaincue ni efficacement combattue avec les tactiques antifascistes classiques que sont le no-platforming et les mobilisations de rue. Le no-platforming, c'est la pratique qui consiste à s'organiser contre les apparitions publiques de l'extrême droite, faire pression contre les chaînes de télé, les salles de conférence, etc. L'extrême droite, dans sa formation actuelle, est une menace internationale croissante avec la capacité de créer des liens et des mouvements politiques et sociaux très différents. La vision qu'ils offrent est séduisante pour beaucoup, et le mouvement antifasciste doit être capable de s'y opposer non seulement physiquement, dans les rues, mais également politiquement, au sein de nos communautés. Cela implique nécessairement le type d'organisation antiraciste, antifasciste et féministe qui gagne en importance dans le monde entier et qui a toujours existé au niveau communautaire partout où les fascistes se manifestent. Si nous examinons les récentes mobilisations féministes en Europe, en Italie, en Pologne et au Royaume-Uni, les mouvements féministes de rue se sont concentrés non seulement sur la résistance aux éléments sexistes des politiques d'extrême droite, mais aussi sur la formation et la participation à des actions antifascistes de rue et sur la construction de réseaux de solidarité avec les migrants par exemple. Ce type de mouvements sont capables de répondre à la politique toxique qui s'infiltre de l'extrême droite dans le discours politique dominant. La menace croissante de la droite. L'extrême droite établit des liens entre les différentes composantes du spectre politique en minimisant certains aspects de sa politique et en soulignant d'autres. Ces mouvements peuvent être capables de passer inaperçus en désignant des figures de proue spécifiques comme preuve de leur progressisme. Milo Yiannopoulos, ancien rédacteur en chef de Breitbart, et Alice Weidel, du parti d'extrême droite allemand AfD, tentent de façon symbolique de tromper les médias centristes en disant ouvertement qu'ils sont homosexuels, tout en exaltant la famille nucléaire et en s'opposant au féminisme et aux droits des personnes LGBT. De même, l'extrême droite a fait de la sécurité des femmes un point essentiel de son programme. Dans toute l'Europe, les groupes d'extrême droite se positionnent comme les protecteurs des femmes et des enfants face à la menace de violences sexuelles soi-disant perpétrées principalement par des hommes migrants, particulièrement d'origine musulmane. La panique morale qui entoure la violence sexuelle est utilisée pour tenter de présenter l'extrême droite comme un mouvement de défense
des femmes. Jusqu'à présent, cette tactique a connu un certain succès. L'extrême droite est naturellement associée à de nombreux courants de conservatisme de centre droit qui se concentrent sur la famille nucléaire et sapent l'autonomie des femmes. Évidemment, ils font également partie intégrante des mouvements populistes racistes en Occident. Cependant, l'extrême droite établit simultanément des liens dans 3 directions qui semblent plus improbables à première vue. Leur rhétorique sur la violence sexuelle leur a permis de former une alliance peu maniable avec certains éléments conservateurs des mouvements des femmes, qui ont avalé leurs mensonges concernant la sécurité des femmes. Deuxièmement, la croisade féministe entre guillemets anti-trans, récemment enhardie, s'est alliée à de nombreux membres de la droite, qui plaident pour une définition de la féminité basée sur le sexe biologique et font preuve d'un alarmisme absurde quant au risque supposé que les femmes transgenres feraient courir aux femmes cisgenres. Enfin, les positions anticapitalistes et antimondialistes de nombreux groupes d'extrême droite, qui ne sont souvent rien d'autre que de l'antisémitisme mal déguisé, sont parfois bizarrement compatibles avec certains éléments de la gauche, comme le montrent les diverses positions politiques exprimées lors des manifestations françaises des Gilets jaunes. Il ne s'agit pas d'alliances fortuites, mais d'un élément central du projet d'extrême droite. La popularisation des idées fascistes dans la politique générale est l'un des objectifs centraux de l'extrême droite depuis un certain temps déjà. Il est essentiel de comprendre que l'extrême droite en Europe et en Amérique du Nord a, au cours de la dernière décennie, poussé le racisme manifeste à s'imposer fermement dans le discours public et politique hégémonique. Au Royaume-Uni, on peut le constater par la montée de commentateurs comme Katie Hopkins, qui se sentent depuis des années légitimés et encouragés à lancer des attaques constantes contre les personnes non blanches dans les médias mainstream, notamment par l'augmentation des attaques à motivation raciale et par le racisme et l'islamophobie persistants et institutionnels du programme Prevent. Le discours raciste a été normalisé par l'extrême droite et il devient évident qu'elle tente également de plus en plus de populariser la misogynie et le sexisme. Du phénomène des incels au mépris systématique de la droite pour les organisations féministes, la misogynie manifeste a refait surface dans le discours public. Le droit à l'avortement est déjà menacé aux États-Unis et en Europe, malgré la récente victoire en Irlande. Dans l'Ohio, l'avortement pourrait devenir un crime passible de la peine de mort, tandis que le droit à l'avortement en Pologne continue de faire l'objet d'attaques soutenues de la part des législateurs de droite en collaboration avec l'extrême droite. Il ne serait pas surprenant que les attaques contre les droits à la contraception et le droit au divorce soient les prochaines à être sorties des poubelles de l'histoire et à ressusciter en tant que question politique contemporaine. Les premiers grondements à ce sujet peuvent être observés partout où les anciennes souches de conservatisme ont été ravivées par l'émergence de l'extrême droite. Au Brésil, en Italie et en Hongrie, des politiques favorisant la famille nucléaire et sapant l'autodétermination des femmes sont de plus en plus souvent adoptées ou proposées. Les mouvements féministes découlent naturellement de la menace existentielle à laquelle les femmes sont confrontées dans le cadre du patriarcat. La violence, les agressions et le harcèlement sexuel et le manque d'autonomie corporelle que presque toutes les femmes subissent à un moment ou à un autre de leur vie. Cependant, la proposition féministe actuelle de construction d'un contre-pouvoir doit également s'attaquer aux ravages du capitalisme au lendemain d'une décennie d'austérité. Cela fait des mouvements féministes un élément de plus en plus vital dans notre lutte contre le fascisme. Un mouvement féministe dédié à la libération sociale sous toutes ses formes est un mouvement qui peut lutter efficacement contre le fascisme dans la rue, sur Internet et dans les discussions politiques. Les politiques féministes doivent être fondamentalement antifascistes, antiracistes et anticapitalistes. Sinon, elles ne servent pas vraiment les intérêts des femmes et des personnes non binaires. Les mouvements féministes luttent déjà contre le fascisme.
Les avancées obtenues par les précédents mouvements féministes ont permis aux femmes de se libérer partiellement. Oui, l'avortement est peut-être légal, mais les obstacles qui se dressent sur la route des personnes qui souhaitent y recourir restent considérables. Oui, le viol conjugal a été criminalisé dans de nombreux États, mais les femmes sont rarement crues lorsqu'elles dénoncent des violences sexuelles. De plus, ces progrès ont principalement bénéficié aux femmes de la classe moyenne et leur objectif premier a été de « libérer » entre guillemets, les femmes pour qu'elles participent pleinement à l'économie néolibérale. La lutte pour l'égalité a largement été confinée au lieu de travail, mettant la présence des femmes dans les conseils d'administration au cœur du féminisme contemporain. Si certaines femmes peuvent effectivement se hisser vers les sommets, elles le font aux dépens des femmes de la classe ouvrière, souvent issues de l'immigration, qui deviennent responsables de la cuisine, du nettoyage et de la garde des enfants. Le discours dominant sur l'égalité se concentre principalement sur l'égalité des femmes de la classe moyenne. Tant qu'elles peuvent progresser vers l'égalité avec les hommes de la classe moyenne, les féministes libérales parleront de progrès. Ce fantasme néolibéral a été au cœur d'une grande partie des mouvements féministes européens et nord-américains depuis les années 1980. Les mouvements de femmes radicaux n'ont cependant jamais disparu. En Amérique latine, les femmes ont dirigé les mouvements populaires qui ont résisté à la dictature et à la brutalité policière pendant des décennies. Et en Afrique du Sud, les femmes ont fait partie intégrante de la lutte contre l'apartheid. Partout où des mouvements révolutionnaires et progressistes ont existé, les femmes ont été impliquées dans la lutte. Il est révélateur des échecs du féminisme du Nord global que ces luttes n'aient pas été reconnues pour ce qu'elles sont, le meilleur espoir pour un mouvement de masse dédié à la libération des femmes. Ces mouvements ont été mal compris parce qu'ils n'ont pas été des mouvements à thème unique. Ce que nous devons apprendre de ces histoires, c'est que travailler avec et dans le cadre de luttes sociales plus larges est le seul contexte dans lequel le féminisme sert un but émancipateur et que la lutte contre le patriarcat est généralement entrelacée avec la lutte contre le racisme, le fascisme et le capitalisme. Ces dernières années, une nouvelle vague de mouvements féministes a commencé à émerger dans le monde entier. Ni Una Menos a commencé par une lutte contre le féminicide et la violence à l'égard des femmes en Argentine et est maintenant devenu un mouvement de masse dans les pays d'Amérique du Sud et centrale et en Europe, luttant pour le droit à l'avortement et soutenant les mouvements des femmes transgenres et de travailleurs du sexe. En Inde, 5 millions de femmes se sont mobilisées pour former une chaîne humaine afin de protester contre l'exclusion des femmes d'un temple hindou. Au Kurdistan, des femmes de tout le Moyen-Orient et du monde entier luttent contre les forces de l'État islamique et introduisent de nouvelles formes de démocratie non étatique fondées sur les principes de l'égalité des sexes. Nous rattrapons notre retard dans le Nord global également. Les mouvements des femmes polonaises a résisté aux tentatives de limiter le droit à l'avortement. En Irlande, la campagne Repeal the Aids a remporté une victoire historique en amenant l'opinion publique à soutenir l'autonomie des femmes enceintes. Le mouvement Ni Una Menos s'est étendu à l'Espagne et à l'Italie, où des millions de femmes ont participé à des grèves et des débrayages à l'occasion de la Journée internationale de la femme en 2018. À Glasgow, des milliers de femmes ont paralysé la ville en faisant grève pour exiger l'égalité des salaires. Ces nouveaux mouvements se développent à partir des luttes de la classe ouvrière et des communautés de migrants, et ce n'est pas une coïncidence. Partout dans le monde, ce sont les femmes qui sont le plus confrontées à la violence, à la marginalisation et à la discrimination en tant que femmes qui dirigent ces mouvements. Les femmes de couleur, les femmes transgenres, les travailleuses du sexe, les femmes migrantes et les femmes homosexuelles. L'avenir de l'antifascisme féministe. De nombreux mouvements qui s'engagent maintenant dans des pratiques antifascistes ne partagent pas les objectifs et les méthodes des mouvements antifascistes traditionnels.
Les campagnes communautaires ouvrières, antiracistes et féministes, qui s'organisent autour du logement, des conditions de travail et de la violence sexuelle, sont devenues une nouvelle forme de l'antifascisme. Bien que les organisations antifascistes ne soient qu'une partie de ce qu'elles font et non la base de leur existence. En effet, l'extrême droite a été encouragée par la paralysie politique du centre et, pour les combattre, nous devons être en mesure de proposer de véritables alternatives au statu quo. Les campagnes qui réclament de meilleurs logements, de meilleures conditions de travail, des salaires équitables et la fin des pratiques policières racistes et sexistes, pour commencer, offrent un contrepoint politique au récit propagé par la droite. Les femmes sont au centre de ce combat. À Londres, l'Assemblée féministe antifasciste s'est mobilisée dans les rues pour contrer les marches d'extrême droite en essayant d'introduire de nouvelles formes d'organisation dans l'antifascisme et de contrer les récits racistes de la droite concernant les violences sexuelles. La libération des femmes doit être placée intentionnellement et sérieusement au cœur de notre politique antifasciste, et il appartient au mouvement féministe du monde entier de s'assurer qu'il résiste activement aux poussées du féminisme libéral. La meilleure façon d'y parvenir est de s'organiser exactement comme cela se fait déjà dans le monde entier, des mouvements qui centrent les luttes des femmes les plus marginalisées de la société. Nous ne luttons pas seulement pour la libération des femmes, mais nous nous engageons plus largement auprès des mouvements politiques de gauche. Nos mouvements ne peuvent pas être simplement qualifiés de mouvements de femmes. Ce sont des mouvements anticapitalistes de grande envergure, organiquement formés de différents courants de lutte. Nous nous battons pour les droits des personnes LGBT et des migrants et des migrantes. Nous soutenons l'abolition des prisons et les luttes des travailleurs. Nos mouvements sont ancrés dans les besoins des communautés et des personnes qui participent à leur organisation. Le féminisme de ces mouvements est fondamentalement antifasciste, et pas seulement parce que le fascisme est mauvais pour les femmes, mais parce que l'extrême droite se trouve sur la voie de l'avenir que nous voulons construire. Nous avons vu l'horizon féministe, un horizon dans lequel l'égalité est possible pour les femmes qui ne font pas partie de la classe moyenne, un horizon dans lequel nous éliminons pour de bon les forces combinées du patriarcat, de l'État et du capital. Notre objectif n'est pas de détruire l'extrême droite et de rentrer ensuite chez nous pour affronter le quotidien du soi-disant travail des femmes. Nos objectifs sont plus larges, mais ils impliquent nécessairement d'éliminer le fascisme de notre chemin, alors que nous nous organisons pour atteindre notre liberté. Aujourd'hui, à l'occasion de la Journée internationale de la femme, des femmes du monde entier sortiront de leurs bureaux, usines, maisons closes, écoles, chambres et cuisines. Nous faisons la grève du travail rémunéré et non rémunéré. Nous faisons grève pour prouver qu'il est en notre pouvoir d'arrêter le monde et que c'est notre travail qui fait circuler les profits et qui reproduit la force de travail. Nous ne voulons pas plus de femmes dans les conseils d'administration. Nous ne voulons pas briser le plafond de verre. Nous voulons détruire le conseil d'administration et brûler le bâtiment. Nous demandons la libération de tous et non une forme d'égalité imaginaire dans un système mondial profondément inégalitaire. Alors que nous sommes en grève, vous nous trouverez dans les rues, luttant contre les fascistes et exigeant la libération de tous. Vous nous trouverez dans nos cuisines, en train de réimaginer la façon dont le travail de soins est organisé dans nos foyers et nos communautés. Vous nous trouverez en dehors des cliniques de santé sexuelle, en train de leur apporter notre soutien. Vous nous trouverez en dehors des maisons closes et des clubs de striptease, exigeant de meilleures conditions de travail. Nous faisons grève parce qu'aucune d'entre nous ne peut être libre tant que nous ne le sommes pas toutes.